Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite poursuivre ma réflexion par rapport à la conscience, à la culpabilité et à la responsabilité. Cela me semble important puisque la tendance est de porter au pinacle la responsabilité et à l'inverse de délaisser la notion de culpabilité qui malheureusement est malmenée par des manipulateurs qui s'en servent pour culpabiliser les autres ou se victimiser afin d'obtenir des avantages, ou bien à des personnes qui ont tout intérêt à ce que cette notion soit vidée de son sens. Entre autres exemples, une personne qui aurait pris le chemin de la facilité de rajouter toujours un mais, oui mais, et donc d'avoir ravalé sa conscience au niveau du champ de la responsabilité, c'est-à-dire du psychisme, évacuant en fait toute la portée absolue sur le plan spirituel d'une culpabilité. Car en effet, le oui mais ne s'applique seulement qu'à ce qui est relatif, c'est-à-dire qu'à ce monde. C'est un abus de langage et c'est aussi une offense faite à Dieu, puisqu'il s'agit d'un marchandage. Au regard de Dieu, on est coupable. Un meurtre est un meurtre. Et tout marchandage dans ce monde n'appartient qu'à ce monde. Quelles en seraient les conséquences ? Je l'ai expliqué, l'examen de conscience est nécessairement relié à l'examen de notre culpabilité. Et plus l'âme est élevée, plus elle prend conscience de la portée de tout ce que la personne fait, pense, dit ou oublie de faire ou dire. La tendance serait, dans notre société, que l'intelligence artificielle prenne toutes les commandes, y compris celle de la justice, de sorte que les hommes ne soient plus jugés par des hommes, mais par des machines, des robots quantiques. Cela me semble envisageable dans la mesure où l'on subordonne la culpabilité à la responsabilité. Car si la culpabilité est absolue, on est coupable ou on ne l'est pas. Si l'on est vraiment sincère et honnête, il n'y a pas de oui mais qui vaille. La responsabilité est toute relative et s'inscrit parfaitement bien dans le champ d'action dans lequel pourrait évoluer un robot biologique ou tout être humain, qu'il se détourne de Dieu ou non. Car en effet, nous ne sommes responsables que dans une proportion. Cette approche quantitative permet de prononcer un jugement et d'y associer une sentence selon une nomenclature qui peut-être un jour serait définie par la machine au travers de la fréquence des jugements. Car s'il est possible qu'un homme ait 4 mois de prison ferme pour avoir volé un sandwich avec récidive, les pédocriminels s'en tirent à bon compte avec parfois 2 ans de prison avec sursis. On peut s'attendre à ce que l'intelligence artificielle reprenne toutes ces données pour mettre en place une grille de sentences. Mais pour cela, pour que l'intelligence artificielle prenne le dessus, il faut que la notion de culpabilité soit inféodée à celle de responsabilité, que le qualitatif soit subordonné au quantitatif. Et c'est ce qui est en train de se passer en utilisant la formule « oui, je suis coupable, mais », c'est-à-dire « je ne suis coupable qu'à tant de pourcentage » et le reste, ce sont des circonstances atténuantes. On confond culpabilité et conséquence d'un acte coupable, d'où en ressortirait une responsabilité avec des circonstances atténuantes. La notion de responsabilité, bien évidemment, est importante pour structurer une société, pour aider à grandir et ne doit normalement être qu'un outil positif. Cependant, le risque est de le transformer en diktat. Une des dérives possibles, c'est d'appréhender la justice au travers de cette lorgnette et de ne regarder que la responsabilité avec le cortège de circonstances atténuantes et dont le constat permettrait d'établir une culpabilité tronquée de son essence relative à la responsabilité dans la mesure où elle n'exprimerait que le manquement à la responsabilité, la réduisant donc à une coquille vide, à un mot creux. Le propos serait donc de ne pas chercher plus loin que le fait de punir ou de compenser. Cette manière de procéder, me semble-t-il, inverse les valeurs, de sorte que l'âme risque d'être prisonnière d'un système qui l'aliène et lui fait prendre sienne une conscience extérieure, externe à elle-même, et donc de remettre entre les mains d'un tiers son jugement, sa volonté. Et de même prisonnière d'un système qui la coupe de sa propre conscience,
puisqu'elle adopterait une grille de lecture qui s'adapterait totalement à la norme imposée par la société, et qui d'ailleurs est changeante et qui n'est pas à l'abri d'un dérapage. Entre autres dérapages, il y a cette tendance imposée par l'OMS qui veut que l'enfant soit responsable de la sexualité qui lui est imposée selon une grille de lecture propre à faire de la personne un objet de convoitise, donc potentiellement de consommation, le privant ainsi de la possibilité d'accéder à l'épanouissement de sa personne à l'âge adulte. Il y a deux types d'approches de la culpabilité. Celle personnelle, spirituelle, dont la finalité est l'élévation de l'âme, et celle qui se réalise dans ce monde et qui est prononcée par une tierce personne, dont la finalité est la condamnation ou non, avec un assortiment de mesures punitives ou réparatrices. Ceci bien entendu pour réguler la société. Le danger est de faire se remplacer l'une par l'autre, ou de faire l'économie de l'examen de conscience pour l'élévation de l'âme, n'attachant d'importance qu'au verdict prononcé sur cette terre. Car c'est là, me semble-t-il, que résiderait le danger que l'âme se laisse aliéner par ce processus qui est de penser la culpabilité et la responsabilité, au travers d'une grille de lecture normative à l'image de ce monde d'ici-bas. Et c'est ici que l'on fait appel à la conscience. Comment le juge et les jurés peuvent-ils déterminer si une personne est coupable ou non ? En France, il existe le code de procédure pénale qui permet de bien cadrer cette démarche dans l'article 353 que je lis. Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante qui est, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations. Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction ? En quelque sorte, il leur est demandé de juger en leur âme et conscience. Sauf que cette expression contenant le mot âme ne pouvant être utilisée dans le cadre laïque des institutions, elle a été remplacée par l'expression intime conviction, qui fait oublier aux jurés et aux juges qu'il a une âme et ce qu'il va choisir comme sentence va peser sur son âme. Et je suppose que les jurés doivent confusément sentir que toute leur personne est engagée dans ce jugement. Ils doivent nécessairement en ressentir le poids sur la conscience, si tant est qu'ils aient encore une conscience qui leur appartienne en propre, qui ne soit pas aliénée. C'est-à-dire qu'ils ne l'aient pas emprisonné dans ce cadre psychique où il est désormais très facile de fuir et se voiler la face sous l'adage responsable mais pas coupable. Car si l'on est sincère avec soi-même, on peut se dire que de toute sentence, on est coupable. Il ne peut y avoir de faux fuyant. Et cet adage, donc, est un faux fuyant. Et qu'il ne s'agit pas, bien entendu, d'une peccadille. Cela doit vraiment peser sur le cœur, je le suppose. Comme il est dit dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, du verset 1 à 5. Ne jugez pas afin de n'être pas jugés, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Ou bien comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, et voilà que la poutre est dans ton œil? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc, dans ce cadre-là, il s'agit de juger une personne, donc de faire appel à sa conscience, en fonction de critères très objectifs, extérieurs à soi, mais subjectifs quant à la manière d'appréhender les choses objectivement présentées, puisqu'il est question d'impression. C'est évidemment un exercice qu'un robot biologique ne pourrait pas faire.
C'est pourquoi il est à craindre une dérive qui serait de commuer les crimes en délits afin que le jugement en soit facilité. En revanche, les conséquences, qui sont bien évidemment la punition et les réparations, eux sont fonction du mal commis et donc sont soumis à une conséquence de nature quantitative, soit en nombre de jours d'emprisonnement ou de travail forcé ou de sommes à verser. Alors, l'ennui, c'est que cette procédure repose sur des preuves qui, si elles ne peuvent pas être produites en suffisance, bien évidemment peuvent conduire à juger la personne non coupable, quand bien même elle le serait. C'est ce qui pourrait entraîner une dérive qui ferait qu'on voudrait juger de certaines affaires au niveau de la responsabilité et non plus de la culpabilité. Et cela, c'est un problème vraiment épineux qui, me semble-t-il, est lié au fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne se posent plus la question de la culpabilité avec sincérité pour élever leur âme. Ce qui changerait beaucoup la donne en termes sociétals, bien entendu. Reprendre possession de soi-même, se dessaisir de ce système, me semble-t-il, ne peut pas faire l'économie de cet effort que représente l'examen de conscience. Que la paix soit avec vous.